Bonjour à tous les chômeurs, bonsoir à tous les travailleurs. On va bien sûr parler de l'affaire Epstein avec les leaks récents de 2026. On a de nouvelles informations ultra intéressantes pour essayer de mieux comprendre ce merdier. Mais je vais être clair tout de suite, dans cette vidéo on ne va pas parler de sacrifices humains, de mangeurs de bébés ou des théories les plus glauques qui circulent sur l'île. Ces histoires existent, je ne les remets pas forcément en question, ce qui m'intéresse ici c'est d'appliquer une règle d'or de l'investigation. Follow the money, on va suivre l'argent, d'où vient le pognon d'Epstein. Car comment Jeffrey Epstein, un simple prof de maths sans diplôme à New York, s'est-il retrouvé à la tête de plusieurs centaines de millions de dollars et au centre d'un dispositif de chantage planétaire. Je dirais même la plus grosse affaire, je pense, du 21e siècle. Pour comprendre tout ça, il faut regarder ses liens avec Les Wexner, le multimilliardaire patron de Victoria's Secret, un homme dont la fortune a bâti celle d'Epstein et dont les réseaux familiaux nous ramènent aux origines même de la création de l'État d'Israël. On va parler de montage financier opaque, d'un ranch au Nouveau-Mexique où aucune enquête n'a jamais osé mettre les pieds, et d'un système de blanchiment qui dépasse la fiction. Alors avant de commencer cette vidéo, bien sûr, je vais super bien, je n'ai aucune pensée suicidaire, mon balcon est aux normes et le contrôle technique de ma voiture est ok. On va donc décortiquer comment ce prof de maths est devenu le trésorier de l'ombre d'un empire qui mêle Wall Street, la CIA, le renseignement international et ses liens avec Israël. Mais avant d'être le mec au centre de la plus grande affaire de ce siècle et qui regroupe un paquet de théories du complot jusqu'à maintenant jugées farfelues, Epstein c'était qui? Je vais pas vous casser les couilles avec un long historique datant de son enfance, mais en 1974 le type est prof de maths à la Dalton School, une école pour les gosses d'ultra riches à New York. Et le truc c'est qu'en fait il n'a même pas de diplôme complet, mais il a un culot monstrueux, il sympathise avec les parents d'élèves et c'est là qu'il chope son ticket de sortie. Alan Greenberg, le grand patron de la banque Bear Stearns. Il le repère et le fait entrer à Wall Street. Le prof de maths se transforme en trader, mais ça dure pas très longtemps car il se fait virer quelques années plus tard pour des magouilles. Mais il a déjà compris un point important, à New York si tu as l'oreille des puissants, tu es intouchable. Il monte donc sa propre boîte avec une règle très simple. Il ne prend pas de clients en dessous de $2 milliards de patrimoine. Et il va finir par trouver son client idéal, Les Wexner. À la fin des années 80, Les Wexner c'est le roi de la lingerie, Victoria's Secret c'est lui. Le mec est milliardaire mais il est parano, il s'isole, Epstein arrive et lui vend ce qu'il veut entendre. Je vais gérer tes problèmes, je vais être ton homme de l'ombre. Et Wexner va faire un truc qui défie toutes les lois de la logique financière. En 1991, il signe une power of attorney, une procuration totale. Pour vous donner une idée, c'est comme si vous donniez votre code de carte bleue, les clés de votre baraque et le droit de vendre vos organes à un type que vous connaissez à peine. Epstein peut signer des chèques au nom de Wexner, acheter des immeubles et même engager sa responsabilité pénale sans lui demander son avis. Et la preuve que ce lien n'a rien d'une amitié normale, en 1996, Epstein veut le plus grand manoir privé de Manhattan, une baraque qui vaut des dizaines de millions de dollars. Et cette maison appartient à Wexner. Alors il y a plusieurs versions des faits dans cette histoire. Certains disent que Wexner a donné directement cette baraque pour $0, d'autres disent que Epstein l'a racheté pour quelques millions, mais très loin en dessous du prix du marché. Bon, concrètement, c'est un cadeau pur et simple. Et souvent dans les médias, on vous présente ça comme si Wexner était sous emprise, un peu comme l'affaire Bettencourt. Et je l'ai présenté volontairement comme ça jusqu'à maintenant. Mais soyons sérieux 2 secondes, on parle d'un homme et on va le voir un peu plus tard, qui rachetait des compagnies liées à la CIA, et ces compagnies servaient à faire du trafic de drogue et d'armes. Plus il y a des liens familiaux qui remontent aux origines de l'État d'Israël, et du renseignement, de la création de l'armée et du Mossad, donc ça me paraît un peu gros que ce genre de type se fasse manipuler par un prof de maths à la con sans diplôme. La réalité est bien plus cynique. Epstein n'était pas le maître de Wexner, il était son proxy, son homme de paille, son larbin quoi. Et en lui donnant une procuration totale, Wexner s'offrait un bouclier juridique. Epstein pouvait brasser des fonds opaques, acheter des infrastructures et monter des opérations de chantage sans que le nom du patron de Victoria's Secret ne soit jamais en première ligne. Ce manoir à 0 € ou quelques millions, c'était le paiement pour un job de fixeur international. Et une fois qu'il a les clés du coffre de Wexner, Epstein va pouvoir commencer à arroser des gens très haut placés, notamment en Israël. Maintenant qu'on a vu qu'Epstein avait les clés du coffre de Wexner, il faut se poser la question, mais qu'est-ce qu'il a fait de tout cet oseille? Parce que le mec ne s'est pas contenté d'acheter des îles et des manoirs. Il a commencé à infiltrer les cercles de pouvoir les plus fermés du monde via la philanthropie. Et c'est là qu'entre en scène la Wexner Foundation. Depuis 1989, cette fondation finance un programme très spécifique, la Wexner Israel Fellowship. Le principe, chaque année on sélectionne la crème de la crème des hauts fonctionnaires israéliens, des futurs généraux de l'armée, des directeurs de ministères, des juges et on les envoie étudier à Harvard. Tout frais payé par Wexner. En gros, Epstein et Wexner ont financé la formation de toute l'élite qui dirige Israël aujourd'hui. On parle de plus de 280 dirigeants. C'est ce qu'on appelle du soft power chirurgical. Tu ne gagnes pas une guerre avec des tanks, tu la gagnes en mettant dans ta poche les mecs qui prendront des décisions dans 20 ans. Et si vous voulez une preuve que ce réseau était ultra serré, parlons d'Ehud Barak, l'ancien premier ministre d'Israël. Les documents révèlent que la fondation lui a versé 2,3 millions de dollars entre 2004 et 2006. Et pour faire quoi? Pour faire des travaux de recherche. C'est l'excuse classique, tu donnes énormément de pognon à un ancien chef d'État pour un rapport que personne ne lira jamais. Et maintenant ce qu'on fait généralement c'est du consulting. Et en échange tu as accès illimité à son carnet d'adresses et aux services de renseignement. Epstein et Barak c'était pas juste des potes de soirée, c'était un partenariat stratégique. Les journaux d'Epstein montrent qu'ils se sont vus au moins 36 fois. Barak a même été grillé en train de sortir de chez Epstein avec une écharpe sur le visage pour pas qu'on le reconnaisse. Et je
je pense qu'il ne se rendait pas là-bas pour faire des soirées donjons et dragons avec du roleplay. Et Epstein ne s'arrête pas là, il s'incruste aussi dans le Mega Group. C'est un groupe de milliardaires sionistes créé en 1991 qui se réunit en secret pour discuter de géopolitique et de la sécurité d'Israël. Et Epstein n'était pas un simple invité, il était le facilitateur opérationnel de ce groupe, parce qu'il n'avait pas de milliards à son nom, donc encore une fois, c'était plus une notion de larbin. Et tout ce réseau d'influence n'était pas que diplomatique, il était aussi technologique. Parce que quand Epstein investit $1 million dans la boîte de cybersécurité d'Ehud Barak, ce n'est pas pour aider la tech, c'est pour avoir un pied dans les outils de surveillance les plus avancés du monde. Et c'est là qu'on arrive au point le plus sombre, le contrôle par la donnée. Maintenant qu'on a vu comment Wexner a ouvert les vannes financières dans les années 80, il faut qu'on fasse un bond dans le temps parce que l'histoire d'Epstein ce n'est pas un long fleuve tranquille, c'est une histoire en 2 actes. L'acte 1 c'est tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant avec Wexner, et il se termine en 2008 car c'est à ce moment-là qu'il tombe. Il est condamné, il fait de la prison en Floride et il est enregistré comme délinquant sexuel. À ce moment-là, logiquement, sa carrière est finie. Il est censé être un paria, un mec que personne ne veut approcher à moins de 100 km. Et c'est là que l'acte 2 commence. Au lieu de disparaître, Epstein va devenir encore plus puissant. Entre 2011 et 2017, alors qu'il est officiellement terminé, il va recevoir le soutien d'un personnage encore plus massif que Wexner, Leon Black. Pour vous situer le personnage, c'est le patron d'Apollo Global Management, un fonds d'investissement qui gère plus de 500 milliards de dollars à l'époque, et maintenant on se rapproche dans les 900 à 1000 milliards de dollars. Ce mec a littéralement le pouvoir de racheter des pays entiers s'il en a envie. C'est le prédateur ultime de Wall Street, mais Leon Black a un point commun majeur avec Wexner, il fait partie du Mega Group, ce club ultra privé de milliardaires dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui finance et oriente la stratégie sécuritaire entre les États-Unis et Israël. Et c'est là que le dossier devient complètement lunaire. On a découvert que Leon Black a versé, tenez-vous bien, 158 millions de dollars à Jeffrey Epstein pour de simples conseils. Je vous rappelle pour ceux qui ont du mal à saisir l'ampleur du délire, Epstein n'est pas banquier, il n'est pas expert comptable, il n'a aucun diplôme de finance, rien, et normalement les meilleurs cabinets d'avocats fiscaux du monde vous facturent entre 1000 à 3000 dollars de l'heure. Si on fait un calcul simple, à 3000 balles de l'heure, il aurait fallu qu'Epstein bosse 6 ans, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans jamais dormir pour justifier une telle somme. Tout seul, sans bureau, sans employé, c'est physiquement impossible. Alors pourquoi Leon Black lui donne-t-il 158 millions de dollars? La vérité c'est qu'il n'achetait pas des conseils, il achetait une zone grise. Epstein servait de paravent. En passant par lui, des titans comme Leon Black pouvaient financer des projets ultra sensibles avec ce qu'on appelle une déniabilité plausible. En gros, si demain ça fuite, Leon Black peut simplement dire je n'ai rien à voir avec ces réseaux, j'ai juste payé un consultant. Epstein c'était l'alibi parfait pour entrer dans le futur de la surveillance. Et ce futur il envisage celui de Peter Thiel. Thiel c'est l'un des cofondateurs de PayPal, et ce qu'on appelle plus généralement la mafia PayPal. Mais c'est surtout le cerveau derrière le logiciel de surveillance le plus puissant de la planète, Palantir. Et Palantir c'est l'outil qu'utilise la CIA pour traquer ses cibles. Et c'est ce que l'armée israélienne utilise aujourd'hui, couplé à de l'IA pour désigner des cibles de bombardement de façon quasi autonome. Et pour que la machine de contrôle soit complète, il manque une pièce, l'expertise du terrain et l'infiltration. Et c'est là qu'entre en scène Ehud Barak. On a parlé juste avant, mais je répète car c'est pas un peintre en bâtiment. C'est l'ancien premier ministre d'Israël, mais aussi l'ancien chef du renseignement militaire. Et devinez quoi, Ehud Barak a lui aussi sa propre boîte de logiciels espions, Carbine. Et c'est ici que tout s'imbrique. Epstein n'a pas seulement organisé des dîners, il a investi personnellement $1 million dans Carbine. Et si le nom de cette boîte ne vous dit rien, rappelez-vous de l'affaire Pegasus. Vous savez, ce logiciel espion d'origine israélienne capable d'infiltrer n'importe quel smartphone pour lire vos messages et activer votre micro à votre insu. Au Mexique, des journalistes d'investigation ont été assassinés après que leurs téléphones ont été infectés par Pegasus. C'est un logiciel d'espionnage créé par cette société israélienne, NSO Group. Nom de code Pegasus. Un outil informatique réservé aux agences gouvernementales pour lutter contre le terrorisme. Mais en fait, il serait aussi utilisé massivement contre de simples citoyens. Alors il n'y a pas vraiment de lien officiel, mais Carbine c'est la même technologie, sauf que cette fois-ci avec une couverture légale. Là où Pegasus doit hacker votre téléphone en douce, Carbine lui entre par la grande porte, celle des services d'urgence. C'est l'équivalent d'un Pegasus institutionnel. Et qui dirige la boîte? Des anciens de l'unité 8200 d'Israël. Pour vous donner une idée, l'unité 8200 c'est l'équivalent de notre DGSE ou de la NSA américaine, mais puissance 10 en termes de cyberespionnage. Ce sont les meilleurs au monde pour infiltrer et surveiller. Alors quand on prend un peu de recul, la carte se dessine très clairement. Pourquoi un milliardaire comme Leon Black ne contactait-il pas Peter Thiel ou Ehud Barak lui-même? Parce qu'une rencontre officielle entre un financier de ce rang, un fournisseur de logiciels de la CIA et un ex-chef du renseignement étranger en Israël, ça laisse des traces rouges partout sur les radars, c'est un giga red flag nucléaire. Par contre, chez Epstein, autour d'un dîner, ça reste privé. Epstein était le matchmaker, le courtier de l'ombre. Son job était de marier l'argent massif de Wall Street avec la puissance de calcul de la Silicon Valley et l'expertise d'espionnage israélien. Epstein s'assurait que l'argent américain serve à construire un système de surveillance ultime. Maintenant, on va changer de registre
registre et remonter un peu dans le temps. On a beaucoup parlé de financement et du rôle d'intermédiaire d'Epstein, mais j'aimerais qu'on parle de logistique, notamment de jet privé, car le Lolita Express a un historique fascinant, et pour le comprendre, il faut revenir aux années 80. À cette époque, une affaire traumatise les États-Unis, l'Iran-Contra. C'est un délire digne d'un film d'espionnage. La CIA vendait des missiles en secret à l'Iran pour financer illégalement des rebelles au Nicaragua, les fameux Contras. C'était pas dans la guerre froide et voulait virer des gouvernements communistes liés à la Russie en Amérique du Sud. Sauf que le Congrès américain avait interdit de financer, on va dire, une insurrection là-bas. Et donc la CIA a dû opérer de façon secrète, et pour transporter ces missiles et la drogue qui servait à blanchir l'argent de la guerre, la CIA ne pouvait donc pas utiliser des avions militaires officiels. Il leur fallait une façade. Et c'est là qu'intervient Southern Air Transport, une compagnie aérienne privée qui était en réalité une société écran du renseignement américain. Et c'est là qu'intervient notre duo. Dans les années 90, sous l'impulsion directe de Jeffrey Epstein, Les Wexner va racheter Southern Air Transport avec toute cette infrastructure logistique. Mais vous vous dites sûrement, attendez, pourquoi et comment un vendeur de lingerie peut-il racheter une infrastructure liée aux opérations clandestines de la CIA? Mais avant l'explication de comment il a eu accès à la vente de cette entreprise, il faut déjà comprendre pourquoi ils en avaient besoin dans un premier temps. Epstein avait compris qu'en possédant ses propres avions et ses propres hangars via Southern Air Transport, son réseau obtenait une autonomie totale. Il n'avait plus besoin de rendre des comptes aux autorités aéroportuaires classiques. Donc c'est l'une des raisons de pourquoi il y a eu ce rachat. Mais le génie de ce montage va encore plus loin. En contrôlant Victoria's Secret tout en possédant cette flotte d'avions, le réseau Wexner-Epstein a créé un circuit fermé terrifiant pour alimenter son système de chantage. D'un côté, Wexner possède la marque de lingerie la plus célèbre du monde, il a accès à un flux inépuisable de jeunes femmes, des mannequins en devenir prêts à tout pour percer, et de l'autre, il possède des avions et les pistes privées pour les déplacer en toute discrétion. Sous couvert de casting ou de séances photo à l'autre bout du monde, Epstein pouvait acheminer ces jeunes femmes directement sur son île ou dans ses propriétés, là où les caméras de surveillance tournaient déjà. Les mannequins devenaient souvent, malgré elles, les appâts d'un système de chantage industriel. Epstein ne se contentait pas de rencontrer des gens puissants, il leur fournissait les femmes les plus belles du monde dans un cadre protégé par une immunité, on va dire, étatique. Parce que dans aucun monde, la CIA n'était pas au courant de ce qui se passait sur ces îles. Et bien sûr, il s'assurait de filmer chaque seconde entre les VIP et ses prostituées pour entretenir une entreprise de blackmail. Mais comme je l'ai dit déjà en début de vidéo, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Mais imaginez bien que aucun douanier ne va fouiller de fond en comble un avion signé Victoria's Secret en pensant y trouver du matériel sensible ou des agents en mission. Epstein a transformé une logistique de guerre clandestine en un service de logistique sexy. C'est la définition même d'une société écran, utiliser une activité légale et glamour pour masquer des mouvements que l'État ne doit pas voir. Mais on revient à la question de base, comment un vendeur de sous-vêtements de l'Ohio, certes milliardaire, finit-il par racheter une compagnie de transport d'armes et de drogue de la CIA? Ce genre de société ne se vend pas sur le bon coin. Pour entrer dans ce cercle, il faut être validé par le système. Et cette validation, Wexner l'obtient par son mariage. Sa femme, Abigail, est la fille de Yehuda Koppel. Et là, on descend dans les racines les plus profondes de l'État d'Israël. Koppel était un cadre de haut rang de la Haganah, l'armée clandestine juive avant 1948. Et concrètement, la Haganah, c'est l'école de la survie, du sabotage et de la clandestinité absolue. Et il y a une branche encore plus radicale qui s'est détachée de ce mouvement, l'Irgun. Alors j'ai aucune idée de comment se prononce tout ça, mais ce sont ceux qui ont perpétré l'attentat de l'hôtel King David en 1946, faisant 91 morts. Et c'est dans ce vivier de combattants de l'ombre, prêts à tout pour la création de l'État d'Israël, que sont nés le Mossad et les services de sécurité israéliens. En épousant Abigail Koppel, Wexner s'est branché sur un réseau qui maîtrise les opérations spéciales depuis 3 générations. La CIA et le Mossad savaient qu'en confiant Southern Air Transport à Wexner, il a confié en gros à la famille. Et la preuve finale que tout ça est lié est physique. Le fameux Boeing 727 d'Epstein, le Lolita Express, n'est pas un simple jet de luxe. Son historique de maintenance et ses immatriculations le lient directement à cette ancienne nébuleuse de Southern Air Transport. Epstein ne volait pas dans un jet classique, il utilisait un vestige des circuits logistiques de la CIA. Ce n'était pas un simple avion, c'était une sorte de vaisseau diplomatique de l'ombre, qui bénéficiait d'une sorte d'immunité pour transporter des VIP, des secrets et parfois pire. Et on parle souvent de sa fameuse île comme lieu de toutes les histoires les plus sombres. Mais il existe un autre endroit possédé par Epstein qui n'a lui quasiment jamais subi d'enquête. Un ranch perdu au Nouveau-Mexique, théâtre d'activités plus que suspectes. Donc direction le Nouveau-Mexique, et c'est ici que se trouve le Zorro Ranch, une propriété colossale de plus de 3000 hectares, soit environ 4 fois la taille de la ville de Paris. Et pour expliquer comment un tel domaine a été financé, il y a une histoire totalement abusée, un énorme foutage de gueule. Et pourtant, c'est bel et bien passé. L'histoire officielle ressemble à une mauvaise blague. En juillet 2008, au moment où Epstein est en pleine enquête judiciaire, notamment fiscale pour comprendre d'où vient son pognon, une coïncidence incroyable intervient. Un ticket de loterie du Powerball remporte le gros lot, plus de 80 à 90 millions de dollars. Et devinez qui encaisse le chèque? Le Zorro Trust, l'entité légale qui gère justement le ranch d'Epstein. Car le hasard fait aussi qu'au Nouveau-Mexique, tu n'es pas obligé d'encaisser des gains en nom propre. Tu peux encaisser les gains de jeux d'argent au nom d'une société. Et on parle d'un homme qui possède un réseau mondial, des contacts dans le renseignement, et qui pile au moment où il est condamné en Floride et où ses comptes sont surveillés, gagne par pur hasard 80 millions à la loterie nationale. Ça tombe juste à pic pour légaliser des fonds dont on ne peut pas expliquer la provenance. Et comme le disent certains enquêteurs, dans ce système rien n'est laissé au hasard, et surtout pas la chance. Mais le vrai scandale, c'est ce qui se passait derrière les murs de ce ranch. Malgré les
témoignages de victimes qui décrivent des sévices subis dès 1996, aucune enquête sérieuse n'y a été menée pendant des décennies. Epstein y avait fait construire une piste d'atterrissage privée pour ses jets issus de la CIA, évitant tout contrôle douanier bien sûr. Il y avait installé un système de surveillance digne de la NSA, avec des caméras dissimulées absolument partout, et c'est là qu'il projetait ses délires les plus fous, comme son projet de ferme humaine où il souhaitait inséminer des dizaines de femmes pour propager son ADN. On quitte ici le domaine du simple chantage pour entrer dans celui de l'eugénisme et du complexe de Dieu. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Mon but aujourd'hui, c'était vraiment, comme je l'ai dit, qu'on pose les chiffres et qu'on regarde le système financier de plus près. Parce qu'on nous vend toujours l'histoire du prédateur solo, le génie maléfique, alors que c'est une véritable machine de guerre derrière. Après, on va pas se mentir, le bordel est tellement complexe et énorme que j'ai pas pu tout explorer à 100%. Il y a sûrement des trucs encore totalement inconnus du grand public actuellement, des couches de secrets qu'on n'a même pas encore effleurées et dont j'ai aucune connaissance. Et je vais dire honnêtement, je suis loin d'être un expert sur le sujet. Mais je pense qu'avec ce que je vous ai montré là, entre les millions de Leon Black, la logistique de la CIA, le patrimoine de Wexner et le délire de la loterie du Nouveau-Mexique, vous avez une idée assez concrète de comment ce système a pu tenir debout financièrement et logistiquement. Dans une prochaine vidéo, je pense que j'essaierai de rentrer dans le vif du sujet, le système de chantage, qui est Ghislaine Maxwell, qui était son père Robert Maxwell, et vous allez voir que le mec était un sacré morceau dans le renseignement international. Et surtout, on parlera des personnalités mises en cause et de comment ils se sont fait piéger. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui, on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo, je l'espère. Bonne journée à tous les chômeurs, bonne soirée à tous les travailleurs, salut mes potes.